Millionnaire, aigri, crie presque sur la serveuse qui l'a tiré, mais son sourire l'a désarmé complètement. Il était un millionnaire aigri, marqué par une trahison qui lui avait volé l'envie de vivre. Elle, une serveuse sans domicile, qui souriait même lorsque le monde la jetait à terre. Le destin les a croisés 2 fois, une fois entre insultes et une autre, sous la pluie, quand elle n'avait nulle part où aller. Ce qui avait commencé comme une aide silencieuse se transforme en une cohabitation dangereuse, où chaque geste et chaque regard les rapprochent davantage. Mais quand les fantômes du passé reviennent avec force, ils devront choisir entre se protéger ou se livrer. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Bénis cette chaîne en nous aidant à grandir, et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Le grand salon de l'hôtel Palais de Fer était splendide en cette nuit de septembre au cœur de Paris. Les colonnes en pierre rose avaient été restaurées avec soin, et les fresques de Gustave Moreau au plafond semblaient prendre vie sous la lumière dorée des lustres en cristal de Bohême. C'était la réouverture de l'hôtel le plus emblématique du centre historique, un joyau architectural qui avait vu défiler des révolutions, des célébrations présidentielles et qui, après 2 ans de rénovation, rouvrait ses portes avec une fête qui promettait d'être mémorable. Parmi les invités les plus sélects de la haute société parisienne se distinguait la silhouette impeccable de Sébastien Dubois-Morel, héritier de la chaîne hôtelière la plus exclusive du pays. À 35 ans, il portait un costume noir Armani qui lui allait comme un gant, des chaussures italiennes brillantes comme des miroirs et une montre Patek Philippe valant plus que ce que beaucoup de familles gagnaient en toute une vie. Pourtant, malgré son élégance incontestable, il émanait de lui quelque chose qui criait l'absence. Ses yeux verts, qui auraient pu être captivants, semblaient voilés par l'ennui. Il évoluait parmi les conversations comme un fantôme bien habillé, répondant par des monosyllabes polis, souriant juste ce qu'il fallait pour sauver les apparences. Sébastien était là uniquement par obligation. En tant qu'héritier des hôtels Dubois-Morel, il devait montrer son visage lors d'événements de ce genre, mais chaque minute lui semblait une éternité. Il observait les invités danser au son de l'orchestre qui interprétait des chansons françaises romantiques des années 60 et se demandait à quel moment il avait perdu la capacité de ressentir quoi que ce soit, peu importe quoi, face à la musique et à la joie. À l'extrémité opposée du salon, tel un rayon de soleil au milieu de cette solennité, se mouvait Isabelle Moreau. À 24 ans, elle travaillait comme serveuse lors de l'événement, embauchée par la société de traiteurs en charge de la célébration. Elle portait l'uniforme réglementaire, chemisier blanc impeccable, jupe noire jusqu'aux genoux et chaussures confortables. Mais il y avait dans sa façon de se déplacer quelque chose qui transformait l'ordinaire en extraordinaire. Ses yeux noisettes brillaient d'une étincelle espiègle et son large sourire était contagieux pour quiconque croisait son chemin. Isabelle avait grandi dans le quartier de Belleville, où sa grand-mère Espérance lui avait appris que la vie était faite pour être vécue avec joie, quelles que soient les circonstances. « Ma fille », lui disait la vieille dame en préparant des quiches aux aurores, « la vie est déjà assez dure comme ça pour que tu y rajoutes de l'amertume. Souris, danse, chante, que ton cœur ne rouille pas comme les vieilles voitures. » Ce soir-là, alors qu'elle servait des verres de vin rouge et des amuse-bouches au saumon fumé, Isabelle ne pouvait s'empêcher de se mouvoir au rythme de la musique. Ses hanches se balançaient subtilement, et de temps à autre, quand elle croyait que personne ne la regardait, elle esquissait quelques pas de danse entre les tables. Pour elle, cette fête était comme être au premier rang d'un film. Elle pouvait observer comment vivait l'autre moitié du monde, avec leurs robes de créateurs et leurs conversations sur des voyages en Europe, comme s'il s'agissait de simples courses au marché. C'est pendant l'un de ces moments, alors qu'elle dansait discrètement près du bar, que ses yeux croisèrent pour la première fois ceux de Sébastien. Il était réfugié dans un coin, un verre de whisky à la main qu'il n'avait presque pas touché, regardant son téléphone avec les sourcils froncés. Isabelle l'observa quelques secondes et pensa « Qu'est-ce qu'il fait là, ce mec si élégant, alors qu'on dirait qu'il assiste à un enterrement ?» De son côté, quand Sébastien leva les yeux et la vit se balancer en plaçant des verres sur un plateau, sa première réaction fut de l'agacement. « Quel manque de professionnalisme !» pensa-t-il. « Cette fille ne comprend pas que c'est un événement sérieux, pas une fête de quartier. » Son regard se durcit et pendant un instant, il envisagea d'appeler le responsable pour signaler le comportement inapproprié de la serveuse. Mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce la joie authentique qui émanait du visage d'Isabelle,
ou bien la manière dont ses mouvements paraissaient si naturels, si spontanés, si vivants. En contraste avec la rigidité calculée de tous les autres invités, elle ressemblait à un oiseau libre dans une cage dorée. L'orchestre commença à jouer « La vie en rose » et l'ambiance devint plus intime. Les couples se rapprochèrent de la piste de danse, s'enlaçant avec cette élégance étudiée propre aux événements de la haute société. Sébastien observait depuis son coin, se sentant de plus en plus déconnecté de tout ce qui l'entourait. C'est alors qu'Isabelle, après avoir servi les derniers verres de son plateau, remarqua l'homme solitaire dans le coin. Son instinct lui disait qu'il y avait en lui une tristesse profonde, dissimulée derrière cette allure impeccable. Sans y penser à deux fois, sans calculer les conséquences, elle s'approcha de lui d'un pas décidé. « Hé, pourquoi si seul ?» lui demanda-t-elle avec un sourire qui illumina son visage. « Une si belle fête et vous là, comme à un enterrement. » Sébastien la regarda, surpris. Personne ne lui parlait ainsi, avec cette familiarité spontanée. Pendant un instant, il ne sut quoi répondre. « Je suis très bien comme ça, merci », murmura-t-il, essayant de garder ses distances. Mais Isabelle ne se laissa pas intimider par son ton froid. Au contraire, elle lui tendit la main avec un geste qui ne souffrait aucun refus. « Allez, venez danser. La musique est géniale, et on dirait que vous avez besoin de vous rappeler comment sourire. »« Je ne danse pas, » répondit Sébastien sèchement, mais quelque chose dans la chaleur du regard d'Isabelle le désarma complètement. « Tout le monde sait danser, » insista-t-elle. « Certains ont juste oublié comment. » Sans attendre de réponse supplémentaire, Isabelle prit la main de Sébastien avec une douceur ferme qui le surprit. Il essaya de résister, mais il y avait quelque chose de magnétique dans la détermination de cette femme. Presque sans s'en rendre compte, il se retrouva à la suivre vers la piste de danse. Lorsqu'ils atteignirent le centre du salon, sous la lumière dorée des lustres, Isabelle posa une main sur l'épaule de Sébastien et attendit. Lui, par instinct plus que par volonté, plaça sa main sur la taille d'elle. Le contact fut comme une décharge électrique pour eux deux. La musique les enveloppa, et pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles, ils se déplacèrent ensemble en parfaite harmonie. Sébastien fut surpris de se souvenir de pas qu'il croyait oublier, tandis qu'Isabelle le guidait avec une grâce naturelle, comme si elle était née pour cet instant. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des années, il ne pensa ni aux affaires, ni aux obligations, ni au poids d'être celui qu'il était. Il n'existait que la musique, la chaleur de cette main dans la sienne, et une sensation qu'il ne savait pas comment nommer. Lorsque la chanson prit fin, ils restèrent immobiles un instant sans se lâcher, comme si rompre le charme était impossible. Ce fut Sébastien qui, finalement, fit un pas en arrière, submergé par l'intensité de ce qu'il venait de ressentir. « Je dois y aller », murmura-t-il, incapable de soutenir le regard d'Isabelle. Elle le regarda s'éloigner dans la foule, partagée entre la confusion et l'étrange certitude que quelque chose d'important venait de se produire. Elle resta là, au milieu de la piste de danse, observant cette silhouette élégante disparaître parmi les invités, emportant avec lui une part de la magie de cette nuit. Sans le savoir, ils venaient tous les deux de franchir une ligne invisible. Ce bref moment de connexion était devenu le premier battement de quelque chose qu'aucun des deux ne savait encore nommer, mais qui avait déjà commencé à changer leur vie à jamais. Les jours qui suivirent à la réouverture se déroulèrent avec une normalité trompeuse, à l'hôtel Palais de Fer. Les activités quotidiennes reprirent. Des clients qui arrivaient et repartaient, des réunions d'affaires dans le salon exécutif et l'agitation habituelle d'un hôtel de luxe en plein cœur de Paris. Mais pour Sébastien Dubois-Morel, plus rien ne fut jamais pareil après cette nuit-là. Le lundi matin, Sébastien se présenta à l'hôtel avec une excuse parfaitement crédible, un audit surprise des standards de service. Il arriva vêtu d'un costume gris Oxford et d'une cravate bleu marine, portant une mallette en cuir italien, contenant des documents qu'il n'avait nullement l'intention de consulter. Son assistant personnel Romain l'accompagnait, prenant des notes sur sa tablette, sans soupçonner que son patron n'avait absolument pas l'intention de vérifier les protocoles de nettoyage. Isabelle travaillait au service du matin au restaurant de l'hôtel, servant les petits déjeuners à des cadres pressés et à des touristes planifiant leur journée dans la capitale. Elle portait l'uniforme du restaurant, chemisier blanc à manches courtes, gilet noir et tablier discret, mais tout comme la nuit de la fête, il y avait dans sa façon de se mouvoir quelque chose qui rendait l'ordinaire spécial. Quand Sébastien entra dans le restaurant, feignant d'inspecter la disposition des tables, son regard la chercha immédiatement. Isabelle était en train de servir du café à un couple de touristes allemands,
leur expliquant dans un anglais basique mais efficace les différentes options du menu. En le voyant, elle ressentit un étrange mélange de surprise et de quelque chose qu'elle ne savait pas définir. « Bonjour », lui dit-elle en passant près de sa table, avec ce sourire qu'il n'avait pas réussi à oublier. « Bonjour », répondit-il, essayant de paraître formel, mais échouant misérablement. Durant les jours suivants, les visites de Sébastien devinrent une routine. Mardi, inspection de la cuisine. Mercredi, évaluation du service en chambre. Jeudi, contrôle des installations de nettoyage. Chaque excuse était plus tirée par les cheveux que la précédente, mais le personnel de l'hôtel n'osait pas remettre en question les faits et gestes de l'héritier de la chaîne hôtelière. Isabelle, cependant, n'était pas idiote. Dès le deuxième jour, elle comprit que les audits de Sébastien suivaient un schéma très précis. Il coïncidait toujours avec ses horaires de travail et son regard la suivait discrètement pendant qu'elle accomplissait ses tâches. « Ce mec est devenu un client régulier », dit-elle à sa collègue Pauline en rangeant des couverts dans l'office. « Il dit qu'il vient vérifier je ne sais quelle chose, mais moi je le trouve drôlement intéressé par ici. » Pauline, une femme de 40 ans, mère de 3 enfants et dotée de la sagesse acquise au fil des années passées à travailler dans des hôtels, lui lança un sourire complice. « Ah, Isabelle, cet homme ne vient rien vérifier du tout. Il vient te voir, toi. Et tu le sais très bien. » Isabelle sentit ses joues s'enflammer, mais elle secoua la tête. « Ne dis pas de bêtises. Cet homme et moi venons de mondes totalement différents. » Mais la vérité, c'est qu'elle aussi avait commencé à l'attendre. Chaque matin, alors qu'elle se préparait dans la petite chambre qu'elle partageait avec 2 amis dans le quartier du Marais, elle se demandait s'il apparaîtrait ce jour-là. La tension entre eux grandissait peu à peu, alimentée par des échanges de plus en plus fréquents. Sébastien commença à faire des demandes spécifiques lorsqu'il prenait son petit déjeuner au restaurant, toujours adressés à elle. « Excusez-moi, mademoiselle, » lui dit-il un jeudi matin, « mon café est trop chaud. Pourriez-vous m'en apporter un peu moins chaud ?» Isabelle le regarda, un sourcil levé. Le café était à la température parfaite et ils le savaient tous les deux. « Bien sûr, monsieur, » répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vais vous en apporter un bien tiède, comme vous l'aimez. » Sébastien perçut le ton sarcastique, mais au lieu de s'en offusquer, il ressentit une étrange satisfaction. Elle ne se pliait pas devant lui comme tous les autres. Un autre matin, il se plaignit que la table était mal dressée. « Les fourchettes devraient être à gauche de l'assiette, pas à droite », lui dit-il d'un ton qui essayait d'être autoritaire. Isabelle s'approcha de la table, prit les fourchettes et les changea de place avec des gestes délibérément lents, le fixant du regard. « Comme ça, c'est mieux, monsieur Dubois-Morel », demanda-t-elle, prononçant son nom avec une familiarité qui le déconcerta. « Oui », murmura-t-il, se sentant étrangement vulnérable sous ce regard noisette qui semblait voir au-delà de ses prétextes. Les conversations commencèrent à surgir naturellement. Un jour, alors qu'elle nettoyait la table voisine, il commenta que la musique du restaurant était trop forte. « Vous n'aimez pas la musique ?» demanda-t-elle véritablement curieuse. « Pas particulièrement », répondit-il, remuant inutilement son café. « Je trouve que la plupart de la musique moderne est bruyante. »« Et quel genre de musique aimez-vous » insista-t-elle, interrompant sa tâche. Sébastien la regarda, surpris par son intérêt sincère. « Principalement de la musique classique, Beethoven, Bach, une musique qui a de la structure. » Isabelle lui sourit avec une chaleur qui le prit au dépourvu. « Ma grand-mère m'a appris à aimer la musique d'avant, les chansons françaises romantiques des années 60, les chansons réalistes, celles qui racontent de vraies histoires. Elle disait que la musique sans âme, c'est comme de la nourriture sans épices. Ça remplit l'espace, mais ça ne nourrit pas le cœur. » Ce fut la première fois que Sébastien vit au-delà de la surface chez Isabelle. Il y avait une profondeur dans ses paroles qui l'intrigua. « Votre grand-mère avait l'air d'être une femme sage », commenta-t-il, et pour la première fois sa voix sembla véritablement intéressée. « Elle l'était », répondit Isabelle, avec un mélange de fierté et de nostalgie. « Elle m'a élevé après que mes parents soient morts dans un accident. Elle m'a appris qu'il faut vivre la vie avec enthousiasme, parce qu'elle est trop courte pour la gaspiller dans l'amertume. » Sébastien sentit une étrange douleur lui traverser la poitrine. Il avait gaspillé des années entières dans des amertumes dont il ne se souvenait même plus vraiment de la cause. Au fil des jours, ces échanges devinrent plus profonds. Sébastien commença à confesser, presque sans s'en rendre compte, son aversion pour les festivités et les événements sociaux. « Je les ai toujours trouvés artificiels », lui dit-il un matin alors qu'elle remplissait sa tasse de café. « Des gens qui font semblant de s'amuser, qui sourient par obligation. »« Peut-être »,
répondit-elle pensive. C'est parce que vous n'avez jamais assisté à une vraie fête, une où les gens dansent parce qu'ils en ont envie, pas parce qu'ils le doivent. La tension entre eux devenait chaque jour plus palpable. Des frôlements accidentels en passant près de sa table, des regards qui se soutenaient une seconde de trop, des conversations qui dépassaient de plus en plus le cadre professionnel. Isabelle commença à sentir qu'il y avait quelque chose de profondément blessé chez Sébastien, une tristesse qui se cachait derrière ses costumes parfaits et ses manières impeccables. Lui, de son côté, se découvrait fasciné par la liberté avec laquelle elle se déplaçait dans le monde, sans les chaînes invisibles qu'il portait depuis toujours. Un vendredi matin, alors qu'Isabelle disposait des fleurs fraîches sur les tables, Sébastien l'observait depuis sa place habituelle. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont ses mains arrangèrent les pétales, comme si chaque geste était une petite danse. « Pourquoi faites-vous ça ?» lui demanda-t-il soudain. « Faire quoi ?» répondit-elle sans lever les yeux de ses fleurs. « Sourire, chanter en travaillant, être heureuse. » La question la prit par surprise. Isabelle leva les yeux et le trouva en train de la regarder avec une intensité qui la déconcerta. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» répondit-elle simplement. « J'ai un travail, la santé, un toit au-dessus de ma tête. Ma grand-mère disait toujours que le bonheur ne se trouve pas, il se construit jour après jour avec les petites choses. » Sébastien sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait gardé enfoui pendant des années. Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda quand il avait cessé de construire son propre bonheur. Cet échange marqua un tournant. Tous deux savaient que quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer mais qui devenait plus fort à chaque rencontre, à chaque regard partagé, à chaque instant volé au milieu de la routine quotidienne de l'hôtel. C'était un mercredi après-midi, lorsque le calme inhabituel de l'hôtel permit à Sébastien de marcher dans les couloirs sans le tumulte habituel des clients et des employés. Il venait de terminer une réunion avec les directeurs au sujet des prochaines rénovations et décida de faire un tour des installations, même s'il savait au fond de lui qu'il cherchait simplement une excuse pour croiser Isabelle. Le restaurant avait fermé après le service du déjeuner et la plupart du personnel était sorti pour sa pause de l'après-midi. Sébastien se dirigea vers la cuisine avec l'intention de vérifier les nouveaux équipements installés la semaine précédente quand il entendit une mélodie douce provenant de l'intérieur. Il s'arrêta net, reconnaissant immédiatement la voix d'Isabelle fredonnant « La complainte de la Seine », une chanson traditionnelle que sa propre mère chantait autrefois, des années plus tôt. Curieux, il s'approcha de la porte entr'ouverte de la cuisine et ce qu'il vit le laissa complètement immobile. Isabelle était seule dans le vaste espace en acier inoxydable, se déplaçant avec une grâce hypnotisante entre les îlots de travail. Elle avait retiré son tablier et son gilet, ne gardant que son chemisier blanc qui ondulait doucement à chacun de ses pas. Ses bras se levaient et retombaient en suivant le rythme de la chanson qu'elle chantait à voix basse. Ses pieds nus glissaient sur le sol, comme si c'était la piste de danse la plus élégante du monde. Ce n'était pas une danse théâtrale ni étudiée, c'était quelque chose de plus intime, de plus personnel, comme si elle conversait avec les fantômes du passé, se souvenant de pas qu'un être cher lui avait enseigné. Sébastien resta là, caché comme un enfant, observant comment elle tournait lentement, les yeux fermés, perdue dans son propre monde. « Ô Seine, ma belle, ma triste compagne », chantait-elle doucement. « Même si la vie me coûte, Seine, je ne cesserai de t'aimer. » Il y avait quelque chose de si pur, de si authentique dans ce moment, que Sébastien eut l'impression de violer quelque chose de sacré en l'observant. Mais il ne pouvait pas s'éloigner. C'était comme voir l'âme de quelqu'un nu, sans filtre ni masque. Ce fut alors que, incapable de se contenir, il fit ce qu'il savait faire de mieux, attaquer pour se défendre. « Je ne savais pas que l'hôtel proposait des spectacles folkloriques dans la cuisine, » dit-il d'un ton cinglant, entrant dans la pièce comme s'il en était le maître, ce qui, techniquement, était le cas. Isabelle s'arrêta net, ouvrant brusquement les yeux. Pendant un instant, la couleur monta à ses joues, mais elle redressa immédiatement le dos et le défia de ce regard qu'il connaissait déjà si bien. « Je ne savais pas que les patrons avaient l'habitude d'espionner leurs employés, » répondit-elle en croisant les bras, sans montrer la moindre once de repentir. Sébastien s'attendait à des excuses, à des explications maladroites, à la soumission que tout le monde lui montrait. Mais au lieu de cela, il se retrouva face à une femme qui le regardait comme si c'était lui qui était hors de propos. « C'est ma propriété », répliqua-t-il, même si sa voix sonnait moins convaincue qu'il ne l'aurait voulu. « Et c'est mon moment de pause », répondit-elle, sans baisser sa garde.
Ou bien les employés n'ont-ils pas droit à 5 minutes de tranquillité? Le silence qui suivit fut tendu, chargé d'électricité. Sébastien s'avança un peu plus, et pour la première fois, il remarqua qu'elle ne reculait pas devant lui. Au contraire, elle semblait grandir. « Peur de danser à nouveau ?» lui demanda soudain Isabelle, avec un sourire qui n'était pas tout à fait moqueur, mais résolument provocateur. La question le frappa comme un coup de poing. La peur. Lui, avoir peur de quoi que ce soit? Il était Sébastien Dubois-Morel. Il dirigeait des empires hôteliers depuis l'âge de 25 ans. Il avait conclu des affaires de plusieurs millions. Il avait affronté des conseils d'administration remplis de requins financiers. Peur de danser? Mais quand il ouvrit la bouche pour répondre, aucun mot n'en sortit, parce que la vérité, c'est qu'il avait peur, peur de ressentir à nouveau ce qu'il avait ressenti cette nuit-là lors de la réouverture, peur de perdre le contrôle, peur de découvrir qu'il avait vécu comme un fantôme pendant des années. Le silence s'étira entre eux, révélateur et honnête. Isabelle l'observait de ses yeux noisettes, qui semblaient lire chacune de ses défenses brisées. « Ce n'est pas de danser dont j'ai peur », murmura-t-il finalement, plus pour lui-même que pour elle. « Alors de quoi ?» demanda Isabelle, adoucissant son ton. « Qu'est-ce qui vous fait si peur, monsieur Dubois-Morel ?» Il la fixa, se sentant comme s'il était au bord d'un précipice. « De ressentir », admit-il, et le mot sortit comme un murmure rauque. Isabelle fit un pas vers lui, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il n'y avait plus de défi dans son regard, mais quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Vous savez pourquoi je danse ?» lui demanda-t-elle, et sans attendre de réponse, elle poursuivit. « C'est ma grand-mère Espérance qui me l'a appris. Chaque dimanche, après la messe, on mettait de la musique dans la cour intérieure de l'immeuble, et elle m'enseignait des pas qu'elle avait appris de sa mère, et que sa mère avait appris de la sienne. » Sébastien l'écoutait en silence, hypnotisé par la chaleur qui émanait de ses paroles. « Quand elle est morte, j'avais 17 ans, et je lui ai promis de ne jamais laisser mourir cette tradition. C'est pour ça que j'enseigne aux dames de mon quartier. Chaque samedi matin, dans la cour de la maison de Madame Carmen, nous nous réunissons, une dizaine de femmes environ, des jeunes comme moi jusqu'à des dames de 70 ans, et nous dansons. » Elle fit une pause, regardant par les fenêtres de la cuisine, comme si elle pouvait voir à travers jusqu'à son quartier. « C'est ma façon de garder ma grand-mère vivante, de tenir la promesse que je lui ai faite. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter de danser, monsieur Dubois-Morel. Parce que quand je danse, elle est toujours avec moi. » Sébastien sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une émotion qu'il ne savait pas comment gérer. Il y avait tant de pureté dans la dévotion d'Isabelle, si différente de tout ce qu'il connaissait, qu'il en resta sans voix. Il ne répondit rien. Il hocha simplement la tête, presque imperceptiblement, et quitta la cuisine sans ajouter un mot, laissant Isabelle se demander ce qui avait bien pu traverser l'esprit de cet homme si compliqué. Cette nuit-là, Sébastien ne parvint pas à trouver le sommeil. Les mots d'Isabelle résonnaient dans sa tête comme un écho persistant. Il pensa à sa propre grand-mère, Madame Guadalupe, morte alors qu'il avait 12 ans, et qu'il n'était jamais retourné voir au cimetière. Il pensa aux promesses qu'il n'avait jamais faites, aux traditions qu'il avait laissées mourir, à toutes ces choses qu'il avait laissées se perdre au nom du progrès et de l'efficacité. Le lendemain matin, il surprit toute l'équipe de maintenance avec un ordre inattendu. Il voulait transformer la salle polyvalente du sous-sol en studio de danse. Des miroirs aux murs, des barres pour les exercices, un sol en bois massif, un système de sonorisation professionnel. Tout devait être prêt en une semaine. « Pourquoi faire, monsieur ?» demanda le chef de la maintenance, perplexe. « Pour des cours de remise en forme », répondit sèchement Sébastien. « L'hôtel doit offrir plus de services bien-être à ses clients. » C'était un demi-mensonge et il le savait. Mais il ne pouvait pas expliquer la vérité, qu'il avait vu une femme danser dans une cuisine et que cela avait changé quelque chose de fondamental dans sa perception du monde. Lorsqu'Isabelle apprit la nouvelle de la rénovation, elle resta debout devant la porte du nouveau studio, observant les ouvriers poser les derniers détails. Sébastien apparut à ses côtés, lui aussi silencieux, regardant les avancées. « Bel espace », commenta-t-elle sans le regarder. « L'hôtel avait besoin d'améliorer ses installations », répondit-il en gardant un ton professionnel. Tous deux savaient que c'était un mensonge. Tous deux savaient que cet espace était né d'une conversation dans une cuisine, d'une confession sur des promesses et des traditions. Mais aucun ne le dit. « Vous croyez que quelqu'un voudra l'utiliser ?» demanda Isabelle. Sébastien la regarda du coin de l'œil. « Je suis sûr que nous trouverons la bonne professeure. » Pour la première fois depuis plusieurs jours, Isabelle sourit. Un petit sourire,
complices qui n'avaient pas besoin de mots pour être compris. Ainsi commença à se former entre eux une complicité silencieuse, faite de gestes qui signifiaient plus que les mots, de reculs calculés et de petites attentions qui tissaient peu à peu les fils de quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Le vendredi après-midi arriva avec l'une de ces averses torrentielles qui caractérisent Paris en saison des pluies. Le ciel était devenu plombé depuis midi, et à 6 heures de l'après-midi, lorsque le service d'Isabelle prit fin, la pluie tombait avec une telle force qu'elle semblait vouloir laver toute la ville d'un seul coup. Sébastien était resté à l'hôtel plus longtemps que d'habitude, consultant les plans du nouveau studio de danse avec l'architecte. Ce n'était pas qu'il ait besoin de superviser chaque détail, mais ces derniers temps, il trouvait des excuses pour rester jusqu'à la fin de la journée d'Isabelle. C'était devenu une habitude silencieuse. La voir rassembler ses affaires, dire au revoir à ses collègues et disparaître dans la nuit parisienne en direction de son quartier. Cet après-midi-là, cependant, la météo avait bouleversé les plans des deux. Lorsque Sébastien termina sa réunion et se dirigea vers l'ascenseur pour rejoindre le parking souterrain où l'attendait sa Peugeot 508, il tomba sur Isabelle, debout devant les portes d'acier, appuyant de manière répétée sur le bouton d'appel. « Ça ne fonctionne pas », lui dit-elle sans se retourner comme si elle avait senti sa présence. « Ça fait bien 10 minutes que j'attends. » Sébastien s'approcha et appuya lui aussi sur le bouton, plus par réflexe que par espoir de provoquer un changement. En effet, rien ne se produisit. « Ça doit être à cause de l'orage », murmura-t-il, regardant par la fenêtre du couloir. Les éclairs illuminaient le ciel comme des flashs photographiques, suivis de coups de tonnerre qui faisaient vibrer les vitres. À ce moment-là, comme invoqué par ses paroles, un éclair particulièrement puissant illumina tout le bâtiment, immédiatement suivi d'un fracas assourdissant. Les lumières de l'hôtel vacillèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement, plongeant tout dans une obscurité totale. « Eh ben !» s'exclama Isabelle, et Sébastien l'entendit bouger près de lui. Les systèmes de secours mirent quelques secondes à s'allumer, donnant au couloir une allure fantomatique. À ce moment précis, miraculeusement, l'ascenseur arriva avec un doux ding. « Au moins, il fonctionne », dit Sébastien, et tous deux y entrèrent sans réfléchir. Ce fut une décision qu'ils regrettèrent immédiatement. Sébastien appuya sur le bouton du parking souterrain, Isabelle sur celui du rez-de-chaussée, mais l'ascenseur commença à descendre normalement, jusqu'à ce qu'entre le 2e et le 1er étage, il s'arrête avec une secousse douce mais définitive. « Sans blague », murmura Isabelle, utilisant une expression qui, en d'autres circonstances, aurait horrifié Sébastien, mais qui, à cet instant, traduisait parfaitement ce que tous deux ressentaient. Sébastien appuya sur tous les boutons du panneau. Rien. Il pressa le bouton d'urgence. Silence total. Le système électrique était complètement hors service. « Vous avez votre portable ?» demanda Isabelle. Sébastien sortit son iPhone de la poche de sa veste et l'alluma. L'écran éclaira leur visage dans la petite cabine, révélant l'expression inquiète de chacun. « Pas de réseau », annonça-t-il après vérification. « Les relais doivent être en panne à cause de l'orage. » Ils restèrent silencieux, assimilant la situation. Ils étaient piégés dans un espace de 2 mètres sur 2, sans électricité, sans communication, avec un orage qui grondait dehors et aucune idée de quand ils pourraient sortir. « Bon », dit Isabelle après un moment, s'asseyant par terre avec une aisance qui surprit Sébastien. « Eh bien tant pis, on va devoir attendre. » Sébastien la regarda d'en haut, avec son costume impeccable et sa posture rigide, se sentant ridiculement formel vu les circonstances. Après quelques minutes à rester debout, il finit par s'asseoir lui aussi, gardant toutefois une certaine distance. Les 20 premières minutes passèrent dans un silence gênant, seulement interrompu par le bruit de la pluie et les éclairs qui, étouffés, leur parvenaient jusque-là. Sébastien consultait obsessionnellement son téléphone, comme si le réseau allait apparaître par magie. Isabelle avait fermé les yeux et semblait méditer, ou peut-être essayait-elle seulement de garder son calme. Ce fut lorsque le téléphone de Sébastien se déchargea et que l'obscurité devint totale, que leurs défenses commencèrent à se fissurer. « Vous savez ce qui m'agace le plus ?» dit soudain Sébastien, sa voix sonnant étrangement vulnérable dans l'obscurité. « Quoi ?» répondit Isabelle doucement. « Que je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux rien faire. Je ne peux appeler personne. Je ne peux pas réparer ça. Je ne peux rien faire d'autre que d'être ici. » Isabelle perçut le ton de frustration dans sa voix, mais en dessous il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. Parfois, ne rien pouvoir faire, c'est exactement ce dont on a besoin.
répondit-elle. Ma grand-mère disait que Dieu nous met dans des situations où on ne peut rien faire pour nous apprendre à juste être. Votre grand-mère avait beaucoup de sagesse, murmura Sébastien, et pour la première fois sa voix sonna véritablement admirative, sans une once de sarcasme. Oui, elle me manque tous les jours. Le silence qui suivit fut différent, plus chaleureux, plus confortable, comme si l'obscurité avait fait tomber les barrières invisibles qu'ils maintenaient entre eux. « C'était quand, la dernière fois que vous avez dansé ?» demanda soudain Isabelle. La question flotta dans l'air comme une bombe à retardement. Sébastien sentit sa respiration devenir plus lourde. « Je n'aurais pas dû vous demander ça », s'excusa-t-elle immédiatement, sentant la tension qu'elle avait créée. « Non », dit-il, et sa voix était lasse. Lasse d'une manière qui allait bien au-delà de la fatigue physique. « Ça va, c'était il y a 5 ans, au mariage de ma petite sœur. » Il fit une pause, comme s'il hésitait à continuer. « J'ai dansé avec ma mère. Sur une chanson de Charles Trenet qu'elle aimait beaucoup. Que reste-t-il de nos amours? C'est la dernière fois que je l'ai vue sourire. » Isabelle sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Dans l'obscurité, la voix de Sébastien avait celle d'un enfant perdu. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, même si au fond d'elle, elle savait que la réponse serait douloureuse. « Cancer du pancréas. 6 mois après le mariage, elle n'était plus là. Et moi je m'étais disputé avec elle 2 semaines avant sa mort. Une bêtise à propos de la gestion de l'entreprise. Des paroles dures que je ne peux pas retirer. Elle a essayé de me parler pendant ces derniers jours, mais j'étais trop fier, trop têtu pour écouter. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Elle était la seule personne au monde qui me voyait vraiment. Pas comme l'héritier, pas comme le PDG, pas comme l'homme d'affaires, juste comme Sébastien. Elle était la seule à savoir me faire sourire. Vraiment. Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. Sans réfléchir, sans calculer, elle tendit sa main dans l'obscurité jusqu'à trouver celle de lui. Elle était plus grande que la sienne, avec des callosités à des endroits inattendus, et tremblait légèrement. Elle ne dit rien. Elle n'essaya pas de le consoler avec des paroles vides ou des phrases toutes faites. Elle entrelaça simplement ses doigts aux siens et resta là dans le noir, l'accompagnant dans sa douleur. Sébastien ressentit ce contact comme une décharge électrique, mais il ne se retira pas. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait pris la main ainsi, sans rien attendre en retour, sans arrière-pensée, juste pour le simple acte d'être là. C'était le geste le plus simple et en même temps le plus intime qu'il ait reçu depuis des années. Ils restèrent ainsi en silence, les mains entrelacées, pendant que l'orage grondait dehors et qu'ils demeuraient suspendus entre 2 étages, entre 2 mondes, entre 2 versions d'eux-mêmes. Quand les lumières revinrent enfin, près de 2 heures plus tard, tous deux clignèrent des yeux comme des animaux nocturnes surpris par l'aube. L'ascenseur se remit immédiatement en marche et commença à descendre vers le rez-de-chaussée. Mais quelque chose avait changé entre eux. Sébastien ne retrouva pas immédiatement son masque d'homme d'affaires. Au lieu de se lever et de lisser son costume, il resta assis encore quelques secondes, regardant Isabelle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il ne donnait pas d'ordre, il ne faisait pas de demande, il n'essayait pas de contrôler la situation. Il se contentait de l'observer, comme s'il voyait une personne complètement nouvelle, ou comme s'il était lui-même devenu quelqu'un de nouveau. Lorsque les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, tous deux se levèrent lentement. Sébastien lui tendit la main pour l'aider à se relever, un geste qui aurait été impensable quelques heures plus tôt. « Merci », murmura-t-il, et tous deux savaient qu'il ne parlait pas seulement de l'aide pour se relever. Les semaines qui suivirent l'incident de l'ascenseur apportèrent un changement subtil, mais indéniable dans la dynamique entre Sébastien et Isabelle. C'était comme si ces 2 heures dans l'obscurité avaient fait tomber un mur invisible dont aucun des deux ne soupçonnait l'existence. Les conversations devenaient plus naturelles, les regards duraient un peu plus longtemps, et même leur provocation mutuelle avait pris un ton plus taquin que belliqueux. Sébastien continuait de venir fréquemment à l'hôtel, mais il n'avait plus besoin d'inventer des excuses élaborées. Il arrivait simplement, commandait son café filtre à sa table habituelle et attendait qu'Isabelle soit libre pour échanger quelques mots. Elle, de son côté, avait cessé de faire semblant de ne pas savoir pourquoi il était là. « Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez encore trouver à redire sur mon service ?» lui demanda-t-elle un matin avec un sourire malicieux en lui servant son café. « Il est encore tôt, » répondit-il, et pour la première fois depuis des années, il y avait comme un éclat d'humour dans ses yeux verts. « Laissez-moi un peu de temps pour trouver. »
Isabelle éclata de rire, un rire authentique qui illumina tout son visage, et Sébastien sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. C'était une sensation si étrange qu'elle en devenait presque effrayante. Les jours commencèrent à passer plus vite. Sébastien découvrit qu'il attendait avec impatience ces instants volés au restaurant, ces conversations brèves mais intenses qui étaient devenues le moment le plus important de sa routine. Isabelle, de son côté, se surprenait à penser à lui pendant ses cours de danse du samedi, se demandant ce qu'il penserait en voyant toutes ces femmes bouger au rythme de Charles Aznavour et d'Édith Piaf. Ce fut un mardi pluvieux d'octobre que tout changea. Sébastien était arrivé plus tard que d'habitude à l'hôtel, après une réunion particulièrement ennuyeuse avec des investisseurs japonais. Il était presque 20 heures lorsqu'il entra dans le restaurant, déjà fermé au public, mais où Isabelle finissait de nettoyer les dernières tables. Elle n'était pas seule. Une femme plus âgée, élégamment vêtue, mais avec une expression d'arrogance suprême, se tenait près du bar, criant sur le gérant du restaurant Étienne. « C'est inadmissible », disait la femme d'une voix stridente. « Cette serveuse a été complètement grossière avec moi. J'exige qu'elle soit renvoyée immédiatement. » Sébastien s'approcha discrètement, juste assez pour entendre la conversation. Étienne, un homme nerveux d'une 50aine d'années, tentait de calmer la femme tandis qu'Isabelle restait à quelques mètres, la mâchoire crispée mais sans dire un mot. « Madame Villeneuve, je vous assure que nous allons enquêter sur l'incident, » disait Étienne d'une voix tremblante. « Mais peut-être pourrions-nous régler cela autrement. »« Il n'y a rien à enquêter !» cria la femme. « J'ai demandé à ce que cette serveuse aux yeux étranges soit changée de ma table parce qu'elle ne savait clairement pas comment s'adresser à des gens de mon niveau. Et cette impertinente m'a répondu que toutes les serveuses de l'hôtel étaient aussi bien formées les unes que les autres. Une petite employée de second ordre qui ose me dire quoi penser. » Sébastien sentit son sang lui monter à la tête. Il connaissait Madame Villeneuve de plusieurs événements mondains. Femme d'un politicien corrompu, célèbre pour maltraiter le personnel de service et se croire supérieure à tout le monde grâce à l'argent mal acquis de son mari. « Madame Villeneuve !» intervint Sébastien d'une voix qui trancha l'air comme un couteau. « Puis-je vous demander ce que vous faites exactement dans mon hôtel ?» La femme se retourna et en le reconnaissant, son attitude changea immédiatement. « Sébastien, quelle chance que tu sois là. Cette employée à toi a été terriblement grossière avec moi pendant le déjeuner. »« Je comprends, » dit Sébastien, s'avançant d'un pas ferme. « Et vous, qu'avez-vous dit exactement à mon employé pour provoquer une telle réaction ?» La question prit la femme par surprise. « Eh bien, j'ai simplement demandé un service approprié à mon statut. »« Ce que vous avez demandé, » interrompit Isabelle, ne pouvant plus se contenir, « c'était qu'on éloigne la petite brune de votre table parce que vous n'aimiez pas son apparence. Et quand je vous ai expliqué que nous travaillions toutes avec le même professionnalisme, vous m'avez dit que des employés comme moi devraient savoir quelle est leur place. » Le silence qui suivit fut tendu comme un câble prêt à rompre. Sébastien regarda Madame Villeneuve avec une froideur qui aurait glacé l'enfer. « Madame Villeneuve, » dit-il d'une voix dangereusement calme, « je vais vous demander de quitter mon hôtel immédiatement et de ne jamais revenir. »« Quoi ? Sébastien, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu vas croire une employée plutôt que moi ? » ?»« Je ne crois personne, » répondit-il. « Je vous connais suffisamment pour savoir exactement quel genre de personne vous êtes. Et je ne veux pas de ce genre de personne dans mon hôtel. » La femme resta bouche bée, cherchant du regard un soutien du côté d'Étienne, mais le gérant s'était rendu invisible derrière le comptoir. « Cela ne va pas rester ainsi, » cria-t-elle finalement en saisissant son sac Louis Vuitton. « Mon mari va en entendre parler. »« Parfait, » dit Sébastien. « Donnez-lui mes salutations. » Lorsque la femme quitta le restaurant comme un ouragan d'indignation, Sébastien se tourna vers Étienne. « La prochaine fois qu'un client traite ainsi l'un de nos employés, vous les défendez, compris ? » « Oui, monsieur Dubois-Morel, » murmura Étienne, manifestement soulagé que l'ouragan soit passé. Isabelle observait toute la scène avec un mélange de stupéfaction et de gratitude. Personne ne l'avait jamais défendu ainsi, et encore moins quelqu'un de la position de Sébastien. « On y va, » lui dit-il simplement. « Je vous raccompagne. » Ils marchèrent en silence dans les rues du quartier latin, sous une fine bruine qui avait transformé les pavés en miroirs brillants. Les réverbères créaient des flaques de lumière dorée dans l'obscurité et le son de leurs pas se mêlait au murmure lointain de la circulation nocturne. Lorsqu'ils arrivèrent à l'arrêt de bus au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Michel, Isabelle rompit enfin le silence. « Merci, » dit-elle en se tournant vers lui. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Sébastien haussa les épaules.
comme si affronter l'une des femmes les plus influentes de la société parisienne était quelque chose qu'il faisait tous les jours. « Cette femme est une harpie », murmura-t-il. « J'aurais dû la mettre dehors depuis des années. »« Quand même, » insista Isabelle. « Merci, vraiment. » Il la regarda, remarquant comment les gouttes de pluie s'étaient accrochées à ses cils, comment la lumière du réverbère l'entourait d'un halo doré. Il y avait quelque chose dans ce moment, dans l'intimité de cette nuit pluvieuse, et de cette conversation chuchotée qui fit ralentir le temps. « Isabelle, commença-t-il, mais il ne savait pas comment terminer sa phrase. Elle fit un pas vers lui, réduisant la distance qui les séparait. Ses yeux noisettes le regardaient avec une intensité qui le désarma complètement. « Sébastien », murmura-t-elle, et son prénom sonna différemment sur ses lèvres. Plus doux, plus intime. Avant qu'il ne puisse réaliser ce qui se passait, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser timide ou calculé. Il était réel, intense, chargé de semaines de tensions accumulées, de conversations inachevées, de regards qui en disaient plus que les mots. Sébastien resta immobile une seconde, surpris, mais ensuite quelque chose se libéra en lui. Il la serra dans ses bras, l'attirant contre lui avec une tendresse dont il ne se savait pas capable. Ses lèvres répondirent aux siennes avec une urgence qu'il avait contenue pendant des semaines. C'était comme s'il venait enfin de trouver quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient de façon saccadée. Sébastien la regarda comme s'il venait de découvrir une nouvelle couleur, et elle lui sourit avec un mélange d'audace et de vulnérabilité qui le désarma complètement. « Ton bus », murmura-t-il, en désignant le véhicule qui approchait au loin. « Oui », répondit-elle, mais aucun des deux ne bougea. Finalement, lorsque le bus s'arrêta devant eux, Isabelle s'en détacha à contre-cœur. « À demain », dit-elle en montant dans le bus sans se retourner, comme si elle avait peur de changer d'avis. Sébastien resta debout à l'arrêt, regardant le bus disparaître parmi les lumières de la ville, portant la main à ses lèvres comme pour conserver la sensation du baiser. Mais le lendemain matin apporta une réalité cruelle. Lorsqu'il arriva à l'hôtel, Isabelle n'était pas là, ni ce matin-là, ni cet après-midi-là, ni le jour suivant. Ce fut Étienne qui finit par lui donner la nouvelle, qui le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Mademoiselle Moreau ne travaille plus ici, monsieur », lui dit le gérant avec une expression gênée. « Elle a été licenciée hier matin. »« Pourquoi ?» demanda Sébastien, bien qu'il redoutât de connaître la réponse. « Pour avoir défendu une collègue qui était arrivée en retard. Elle s'est disputée avec le superviseur et, eh bien, on lui a dit de ne pas revenir. » Sébastien sentit le sol vaciller sous ses pieds. Sur son bureau l'attendait une enveloppe avec son nom écrit dans l'écriture ronde d'Isabelle. À l'intérieur, une seule ligne qui lui brisa le cœur. « Vous êtes le seul homme qui m'ait fait danser sans peur. » Les jours qui suivirent la disparition d'Isabelle devinrent un cauchemar silencieux pour Sébastien. Pour la première fois de sa vie d'adulte, l'homme qui avait bâti un empire hôtelier avec une discipline de fer et un contrôle absolu se retrouva complètement perdu. Les premiers signes furent subtils. Il arrivait en retard aux réunions du matin, chose impensable pour lui. Ses assistants remarquèrent qu'il laissait ses emails sans réponse pendant des heures, alors qu'avant, il répondait à tout en moins de 30 minutes. Les décisions qu'il prenait habituellement avec une rapidité chirurgicale étaient désormais repoussées indéfiniment. « Vous allez bien, monsieur Dubois-Morel » lui demanda Romain, son assistant personnel, après que Sébastien eut annulé pour la 3e fois consécutive la réunion hebdomadaire avec les directeurs. « Je vais parfaitement bien », répondit Sébastien, avec une voix qui sonnait tout sauf parfaite. « J'ai juste besoin de réorganiser certaines priorités. » Mais la vérité, c'est qu'il ne pouvait réorganiser quoi que ce soit. Son esprit était obsédé par une seule chose, retrouver Isabelle. Il commença discrètement, presque sans s'avouer à lui-même ce qu'il faisait. Il demanda l'air de rien à Étienne s'il avait les coordonnées d'Isabelle pour des questions administratives. Le gérant, nerveux, lui expliqua que lorsqu'on licenciait des employés, il n'était pas d'usage de conserver des informations personnelles détaillées. « Vous n'avez pas une adresse, un téléphone ?» insista Sébastien, tentant de garder un ton professionnel. « On sait juste qu'elle vivait dans le quartier du Marais, monsieur. Mais il n'y a pas d'adresse précise dans son dossier. » Sébastien ressentit une frustration qu'il n'avait jamais connue. Lui qui pouvait localiser n'importe quelle propriété sur le marché immobilier international en un simple appel, ne parvenait pas à retrouver une femme qui avait travaillé dans son propre hôtel pendant des mois. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Sébastien conduisit lui-même dans les rues du Marais, sans chauffeur, sans agenda, sans destination précise,
Juste lui, sa Peugeot 508, et l'espoir irrationnel de reconnaître sa silhouette marchant sur un trottoir. C'était absurde, et il le savait. Le Marais comptait des milliers d'habitants, des dizaines de rues, des centaines d'immeubles. Mais il continuait à rouler jusqu'à 2 heures du matin, scrutant chaque arrêt de bus, chaque supérette ouverte 24 heures sur 24, chaque coin éclairé, cherchant une silhouette qu'il savait probablement introuvable. Les jours devinrent des semaines, et l'obsession grandit. Sébastien commença à interroger discrètement d'autres employés de l'hôtel. Quelqu'un était-il resté en contact avec Isabelle? Savait-il où elle habitait exactement? Avait-elle de la famille en ville? Ce fut Pauline, la collègue d'Isabelle au restaurant, qui lui donna finalement la première piste concrète. « Monsieur », lui dit-elle après qu'il lui eut demandé pour la 5e fois si elle savait quelque chose sur Isabelle, « je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais je crois qu'elle est partie pour Montreuil. » Montreuil? Sébastien ne connaissait ce quartier que de nom. C'était une zone au sud de Paris, principalement résidentielle, de classe moyenne et populaire. Oui, elle m'avait dit une fois qu'elle avait une tante là-bas et qu'elle avait toujours rêvé d'ouvrir son propre commerce. Quelque chose en rapport avec la danse. Cette information devint sa nouvelle obsession. Sébastien commença à enquêter par lui-même, utilisant des ressources qu'il réservait habituellement aux enquêtes d'affaires. Il engagea un détective privé, demanda à ses contacts dans divers secteurs de se renseigner discrètement sur les nouvelles écoles de danse dans le sud de Paris. Pendant ce temps, sa vie professionnelle s'effondrait silencieusement. Il annula un voyage d'affaires à Nice. Il reporta indéfiniment l'ouverture de 2 nouveaux hôtels à Lyon. Ses associés commencèrent à poser des questions embarrassantes sur sa nouvelle philosophie de gestion plus détendue. L'absence d'Isabelle était devenue une présence constante en lui. Il la voyait en chaque serveuse de l'hôtel. Il entendait son rire dans les couloirs vides. Il trouvait des excuses pour passer devant le studio de danse qu'il avait fait construire, bien qu'il reste vide, tel un monument à quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. 3 semaines après sa disparition, il reçut enfin l'appel qu'il attendait. « Monsieur Dubois-Morel », lui dit son détective privé, « je crois que nous avons trouvé quelque chose. » Le cœur de Sébastien s'accéléra. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Il y a un endroit à Montreuil, près du centre historique du quartier. Ça s'appelle Académie de danse Espérance. Ça a ouvert il y a 2 semaines. La personne qui l'a enregistré correspond à la description que vous m'avez donnée. » Sébastien sentit que l'air revenait enfin dans ses poumons après des semaines passées à retenir sa respiration. L'adresse? Rue Monet 47, presque au coin de la rue des Guerriers. C'est une maison réaménagée. Apparemment, c'était autrefois une boulangerie. Cet après-midi-là, Sébastien annula tous ses rendez-vous et prit la route de Montreuil, le cœur battant comme il ne l'avait pas fait depuis l'adolescence. La circulation parisienne, qui d'habitude l'exaspérait, lui parut maintenant une éternité entre lui et les réponses dont il avait besoin. Montreuil s'avéra différent de ce qu'il imaginait. Les rues pavées du centre historique avaient un air provincial qui contrastait avec la modernité du reste de Paris. Des maisons de style colonial transformées en petits restaurants, des boutiques avec des enseignes peintes à la main et un rythme de vie qui semblait avancer plus lentement. Il trouva facilement la rue Monet. C'était une petite rue étroite, bordée de maisons de 2 étages peintes dans des couleurs pastel. Le numéro 47 avait une façade rose vif, avec de grandes fenêtres et une enseigne discrète portant les mots « Académie de danse Espérance » en lettres dorées. Sébastien gara sa Peugeot 508 et resta assis quelques minutes, observant les lieux. C'était exactement le genre d'endroit qu'Isabelle aurait choisi, authentique, chaleureux, sans prétention. Par les fenêtres ouvertes, s'échappait de la musique de valse musette et on apercevait parfois des ombres bougeantes à l'intérieur. Finalement, il rassembla son courage et sortit de la voiture. En s'approchant de l'entrée, il put entendre plus clairement ce qui se passait à l'intérieur. Une voix féminine donnait des instructions sur des pas de danse, entrecoupés de rires et de commentaires d'autres femmes. Le son lui procura un mélange de nostalgie et de nervosité qu'il ne savait pas comment gérer. La porte était entr'ouverte. Sébastien la poussa doucement et entra sans s'annoncer. L'intérieur était exactement comme il l'avait imaginé. Une grande salle avec un parquet en bois, des miroirs sur un mur et des chaises pliantes rangées sur les côtés. Il y avait une dizaine de femmes de tous âges, des jeunes filles jusqu'à des dames de 60 ans, toutes habillées de manière confortable et arborant des expressions de joie sincères sur leur visage. Et au-devant, lui tournant le dos, se tenait Isabelle.
Elle portait un jean usé, un chemisier ample en coton blanc, et ses cheveux étaient relevés en une haute queue de cheval. Elle se déplaçait avec la même grâce naturelle dont il se souvenait, démontrant des pas de valse musette, tout en chantonnant doucement une chanson de Charles Trenet. « Vous voyez comment le pied gauche marque le tempo ?» disait-elle, sans se douter qu'elle avait un visiteur inattendu. « Et ensuite le droit suit, mais sans forcer. La danse doit couler comme de l'eau, mesdames. Comme de l'eau. » Les femmes la suivaient avec concentration et enthousiasme, trébuchant parfois mais riant de leurs erreurs. Il y avait quelque chose de magique dans l'atmosphère, quelque chose que Sébastien reconnut immédiatement. C'était la même énergie qu'Isabelle avait apportée à l'hôtel, cette capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire. L'une des dames plus âgées fut la première à le remarquer, debout sur le pas de la porte. « Excusez-moi, jeune homme, » lui dit-elle avec un sourire bienveillant. « Vous venez pour les cours? Les hommes sont les bienvenus ici. » Toutes les femmes se tournèrent vers lui, y compris Isabelle. Quand leurs regards se croisèrent, le monde sembla s'arrêter. Elle resta figée, avec une expression mêlant surprise, joie et quelque chose qui ressemblait peut-être à de la peur. « Sébastien » murmura-t-elle, et son prénom sonna à la fois comme une question et une affirmation. Il resta debout sur le seuil, sentant toutes les phrases qu'il avait répétées mentalement pendant des semaines s'évaporer de son esprit. Il ne pouvait que la regarder, confirmer qu'elle était là, qu'elle était réelle, qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché sans relâche. « Bonjour Isabelle », dit-il finalement, et sa voix était plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Bel endroit ». Le silence qui suivit les mots de Sébastien fut absolu. Même la musique sembla s'interrompre, comme si l'univers avait appuyé sur le bouton pause pour permettre à ce moment d'exister sans interruption. Les dames du groupe échangèrent des regards rapides, reconnaissant immédiatement la tension qui emplissait l'air. Madame Lucienne, une femme de 60 ans aux yeux perçants, fut la première à réagir. « Oh, mais c'est le jeune homme des hôtels !» s'exclama Madame Lucienne avec un sourire qui illumina tout son visage ridé. « Isabelle nous avait parlé de vous. » Sébastien cligna des yeux, surpris. Il ne savait pas qu'Isabelle avait parlé de lui, encore moins que ces femmes savaient qui il était. « Elle vous avait parlé de moi ?» demanda-t-il, regardant tour à tour les dames et Isabelle, qui restait immobile au centre de la salle. « Bien sûr que oui, » intervint une autre femme, plus jeune, d'une quarantaine d'années. Elle nous a dit qu'il y avait un monsieur très élégant qui lui avait appris que même les cœurs les plus durs pouvaient apprendre à sentir la musique. Isabelle ferma les yeux un instant, comme si les paroles de ses élèves l'avaient trahie. Lorsqu'elle les rouvrit, elle fixa Sébastien avec un mélange de vulnérabilité et de ce qui ressemblait à un reproche. « Mesdames, » dit-elle d'une voix maîtrisée, « pourquoi ne prendriez-vous pas une petite pause? Allez boire un peu d'eau fraîche dans la cuisine. » Les femmes échangèrent des regards complices. Il était évident que quelque chose d'important allait se passer, et aucune ne voulait en manquer une miette. Mais elle respectait trop Isabelle pour désobéir. « D'accord, ma petite, » dit Madame Lucienne, lui tapotant affectueusement le bras. « Mais ne tarde pas. On doit encore pratiquer la farandole provençale pour la fête du quartier. » Une à une, les femmes sortirent de la salle, non sans lancer à Sébastien des regards curieux et, pour certaines, un début d'approbation. Lorsqu'ils furent enfin seuls, le silence revint, plus dense encore qu'auparavant. Isabelle resta debout au milieu de la pièce, les bras croisés, arborant une expression que Sébastien peinait à interpréter. Il y avait quelque chose de différent en elle. Elle semblait plus mûre, plus assurée, mais aussi, il y avait dans ses yeux une tristesse qui n'était pas là avant. « Comment m'as-tu retrouvé ?» demanda-t-elle enfin, sans s'approcher. « Ça n'a pas été facile, » admit Sébastien, faisant un pas hésitant vers elle. « J'ai dû engager un détective. »« Un détective ?» La voix d'Isabelle monta d'une octave. « Sérieusement ?» Sébastien réalisa à quel point cela sonnait absurde. « J'avais besoin de te retrouver. »« Ah, et pourquoi ?» La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Sébastien se rendit compte qu'il n'avait pas de réponse toute prête. Pourquoi l'avait-il cherché? Qu'espérait-il en débarquant ainsi dans sa nouvelle vie? Parce que... commença-t-il, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce que je n'ai pas pu arrêter de penser à toi depuis ton départ. Isabelle le fixa, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose écrit dans une langue étrangère. « Tu es parti sans rien dire, » continua-t-il, avançant encore d'un pas vers elle. « Juste une lettre. Et moi? Et toi quoi ?» La voix d'Isabelle se fit plus dure. « Tu t'attendais à ce que je reste pour que tu continues à jouer avec moi? Pour que je continue à être ta distraction de temps en temps?
Les mots frappèrent Sébastien comme une gifle. Ce n'était pas ça. Ça n'a jamais été ça. Alors c'était quoi? Isabelle fit un pas vers lui, et pour la première fois depuis son entrée, Sébastien vit la douleur qu'elle avait cachée. Qu'est-ce que nous étions, Sébastien? Parce que moi, je croyais que c'était quelque chose de vrai. Mais ensuite, je me suis souvenu de qui nous sommes vraiment. Toi, le propriétaire de l'hôtel. Moi, l'employé qui t'amusait. Ce n'est pas vrai. Non? Isabelle rit, mais sans aucune trace d'humour. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait si je n'étais pas parti? Tu m'aurais présenté à ta famille, à tes amis de la haute société, ou tu m'aurais gardé comme ton petit secret honteux. Sébastien resta silencieux, car honnêtement, il n'en savait rien. Il n'avait jamais réfléchi aussi loin. Il n'avait jamais eu à affronter ces questions. « Tu ne sais pas », murmura Isabelle, interprétant correctement son silence. « Et c'est précisément pour ça que je suis parti. » Sébastien la regarda, voyant pour la première fois la force qu'elle avait acquise pendant les semaines où elle avait été loin. Ce n'était plus la même femme qui travaillait dans son hôtel. Cette Isabelle avait trouvé sa place dans le monde, avait construit quelque chose qui lui appartenait, avait rassemblé autour d'elle des gens qui la respectaient pour ce qu'elle était réellement. Et lui était arrivé là comme un intrus, essayant de réclamer quelque chose qui, au fond, n'avait jamais été à lui. « Tu as raison », admit-il enfin. Et les mots sortirent comme un soupir vaincu. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce que je pensais qui allait se passer. » Il retira sa veste, la plia soigneusement et la posa sur l'une des chaises. Puis, il retroussa les manches de sa chemise, des gestes qu'Isabelle observa avec une curiosité grandissante. « Que fais-tu » Sébastien s'approcha d'elle, mais s'arrêta à une distance respectueuse. Il tendit la main vers elle, paume vers le haut. « Apprends-moi à danser comme si je n'avais pas peur de perdre », dit-il, et sa voix sonna différemment. Plus vulnérable, plus honnête que jamais Isabelle ne l'avait entendu. Elle le fixa intensément, cherchant dans ses yeux la moindre trace de manipulation ou de calcul qu'elle s'attendait à y trouver. Mais ce qu'elle vit la surprit. Il n'y avait ni exigence ni attente qu'elle accepte. Il n'y avait qu'une confession silencieuse d'un homme arrivé au bout de ses propres défenses. « Sébastien » murmura-t-elle, mais il l'interrompit doucement. « Je ne te demande pas de revenir avec moi, » dit-il. « Je ne te demande pas de faire partie de mon monde. Je te demande juste de m'apprendre quelque chose que toi tu sais, et que moi j'ai oublié. Quoi donc? Comment ressentir, sans avoir peur que ça se termine ?» Isabelle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il y avait dans cette demande quelque chose de terriblement honnête, quelque chose qui traversait toutes les barrières de classe et les différences sociales qui existaient entre eux. Elle hésita, regardant la main tendue comme si c'était une décision qui allait tout changer. Et peut-être que c'était le cas. Depuis la cuisine, on entendit des murmures et des petits rires des dames qui, de toute évidence, espionnaient la conversation. « Vas-y, ma petite !» cria Madame Lucienne depuis la porte. « Cet homme a l'air d'avoir bien besoin d'un bon cours de danse. » Isabelle rit malgré elle, et ce son brisa la tension qui emplissait la salle. « Mes élèves peuvent être très persuasives, » murmura-t-elle. Alors, Sébastien garda la main tendue, mais sa voix portait maintenant une note d'espoir qui n'y avait jamais été auparavant. Isabelle le regarda encore une fois. Elle vit l'homme qui l'avait défendu face à Madame Villeneuve. Elle vit l'homme qui avait fait construire un studio de danse sans explication. Elle vit l'homme qui avait admis, dans l'obscurité d'un ascenseur, qu'il avait peur de ressentir. Et elle vit aussi l'homme qui avait engagé un détective pour la retrouver, qui était apparu dans son sanctuaire sans y être invité, qui représentait un monde qui ne l'accepterait jamais totalement. Mais par-dessus tout, elle vit quelqu'un qui demandait de l'aide de la seule manière qu'il savait faire. Lentement, elle tendit sa main et prit la sienne. Le contact fut comme la reconnaissance de quelque chose qui avait été perdu, familier et étranger à la fois. Depuis la cuisine, des applaudissements et des exclamations de joie éclatèrent. « Voilà qui est bien !» cria l'une des dames. Isabelle guida Sébastien vers le centre de la salle où se trouvait un vieux poste radio avec lecteur CD. Elle mit une chanson qu'il reconnut immédiatement. Que reste-t-il de nos amours? La même sur laquelle il avait dansé avec sa mère au mariage de sa sœur. Mais cette fois, il n'y avait pas de douleur à l'écouter. Il n'y avait que de l'espoir. Ils se mirent en position de danse, et pour la première fois depuis des semaines, Sébastien sentit quelque chose se calmer en lui. Ils ne dansaient pas comme les amants qu'ils avaient été pendant quelques instants. Ils ne dansaient pas comme le patron et l'employé qu'ils avaient été par nécessité. Ils dansaient comme deux survivants qui avaient trouvé chez l'autre quelque chose dont ils ne soupçonnaient pas avoir besoin. La possibilité d'être vulnérables sans être détruits,
de ressentir sans devoir contrôler le résultat. Et dans cette salle modeste de Montreuil, entouré de l'amour silencieux de femmes qui comprenaient que certaines rencontres dépassaient les circonstances qui les entouraient, ils commencèrent à écrire une nouvelle page de leur histoire. Les jours qui suivirent cette retrouvaille apportèrent un changement radical dans la routine de Sébastien. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il commença à annuler des engagements professionnels, non pas pour cause de crise ou d'urgence, mais pour quelque chose qu'il ne savait même pas comment définir. Il savait simplement qu'il voulait être à Montreuil, dans cette salle modeste où des femmes dansaient avec une joie qu'il avait oublié qu'elle existait. Au début, sa présence provoqua une certaine curiosité parmi les élèves. Sébastien Dubois-Morel, le magnate des hôtels, assis sur une chaise pliante, observant des cours de valse musette et de bal musette, c'était une image qu'aucune d'entre elles n'aurait jamais imaginée. Mais ces femmes avaient quelque chose que Sébastien n'avait jamais trouvé dans son cercle social, la capacité d'accepter les gens pour ce qu'ils étaient à ce moment-là, et non pour ce qu'ils possédaient ou représentaient. « Alors, vous avez appris le pas qu'on vous a montré la semaine dernière ?» lui demanda Madame Carmen, une dame de 70 ans, qui était devenue, en quelque sorte, la matriarche officieuse du groupe. Sébastien se leva, avec ce sérieux qu'il mettait dans tout ce qu'il entreprenait, et exécuta les pas de farandole provençale qu'il avait secrètement pratiqués dans son appartement de Neuilly-sur-Seine. Les femmes éclatèrent en applaudissements et en cris de célébration. « Oh là là, mais on dirait presque un gars de Provence !» s'exclama l'une des plus jeunes, et toutes rirent avec cette chaleur propre aux communautés où les gens se connaissent vraiment. Isabelle observait ces interactions avec un mélange d'étonnement et de tendresse. C'était comme voir deux versions complètement différentes de Sébastien, l'homme rigide et contrôlant qu'elle avait connu à l'hôtel, et cet autre homme qui écoutait avec une attention sincère les histoires de Madame Lucienne sur ses petits-enfants, ou qui aidait à déplacer les chaises sans que personne ne le lui demande. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-elle un après-midi, après que les dames furent parties et qu'il soit resté seul à nettoyer la salle. « À quoi ?» répondit-il, pliant soigneusement les tapis de yoga qu'ils avaient utilisés pour les exercices d'étirement. « À tout ça. Venir ici, passer du temps avec elle, ce n'est pas exactement ton monde. » Sébastien s'arrêta dans sa tâche et la regarda. « Je crois que c'est justement ça le problème, » dit-il lentement. « Mon monde était devenu tout petit, juste des hôtels, des réunions, des chiffres. Ces femmes me rappellent qu'il existe d'autres façons de mesurer le succès. » Isabelle sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. C'était cet homme-là dont elle était tombée amoureuse sans s'en rendre compte, celui qui existait sous toutes les couches de protection et de contrôle. Ce fut un samedi matin qu'Isabelle prit une décision qui allait tout changer entre eux. « Tu veux m'accompagner quelque part ?» lui demanda-t-elle après le cours, tandis que les dames faisaient leurs adieux avec leurs habituels câlins et projets pour la semaine suivante. « Où ça ?»« Au cimetière de Montparnasse. Je veux que tu rencontres ma grand-mère. » Sébastien sentit quelque chose se nouer dans son estomac. Il connaissait ce cimetière. Il était passé devant des centaines de fois lors de ses trajets dans la ville, mais il n'y était jamais entré. Le cimetière était différent de ce à quoi il s'attendait. Au lieu de la froideur solennelle qu'il associait à ces lieux, il trouva un espace rempli de couleurs et de vie. Les tombes étaient décorées de fleurs fraîches. Certaines avaient de petits autels avec des photos et des objets personnels, et des familles entières rendaient visite à leurs défunts comme s'ils se rendaient à une réunion de famille. Isabelle le guida à travers les allées de gravier jusqu'à une tombe modeste avec une pierre simple où l'on pouvait lire « Espérance Moreau-Dupuis, 1935-2012 ». Elle a aimé, elle a dansé, elle a vécu. « Ah, mamie !» dit Isabelle, s'agenouillant devant la tombe et commençant à enlever quelques feuilles sèches. « Je t'ai amené quelqu'un de spécial. » Sébastien resta debout, se sentant soudainement déplacé. Il ne savait pas comment se comporter dans une situation aussi intime. « Tu peux lui parler, » dit doucement Isabelle. Elle aimait faire de nouvelles rencontres. « Je ne suis pas très doué pour ça, » murmura Sébastien. « Pourquoi ? Pour parler aux morts. » Isabelle le regarda avec curiosité. « Tu vas voir ta mère ?» La question le frappa comme un coup de poing. Sébastien resta silencieux pendant un long moment. « Oui, » admit-il finalement, « mais pas pour lui parler. Alors pourquoi ?» Sébastien s'assit dans l'herbe à côté d'Isabelle, chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant. Son costume en lin se froissa, mais pour la première fois de sa vie, cela lui était égal. « Pour ne pas oublier, » dit-il d'une voix rauque. « J'y vais chaque mois, mais juste pour me rappeler à quoi ressemble sa tombe, pour m'assurer qu'elle est toujours là.
Comme si le jour où j'arrêterais d'y aller, elle disparaîtrait complètement. Isabelle sentit un nœud se former dans sa gorge. « Tu ne lui parles jamais ?»« Je n'ose pas, confessa Sébastien, parce que si je lui parle, je devrais admettre toutes les choses que j'ai mal faites, toutes les choses que je n'ai pas dites quand elle était encore en vie. Et je ne crois pas pouvoir supporter ça. » Isabelle tendit la main et prit la sienne, entrelaçant leurs doigts comme elle l'avait fait cette nuit-là dans l'ascenseur. « Tu sais ce que ma grand-mère m'a appris sur la mort ?» demanda-t-elle doucement. Sébastien secoua la tête. « Que les morts n'ont pas besoin de nos excuses. Ils savent déjà tout ce que nous portons dans notre cœur. Ce dont ils ont besoin, c'est de savoir que nous continuons d'avancer, que nous avons appris quelque chose en les ayant aimés. » Pour la première fois en 5 ans, Sébastien sentit les larmes lui monter aux yeux sans pouvoir les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de pitié pour lui-même ou de frustration, c'étaient des larmes d'une douleur profonde qui trouvait enfin un chemin pour sortir. Isabelle l'entoura de ses bras, et pour la première fois depuis son enfance, Sébastien pleura sans honte, sans essayer de se cacher, sans s'excuser de ressentir. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés près de la tombe de grand-mère Espérance, tandis que le soleil de l'après-midi baignait le cimetière de tons dorés et que les familles alentours poursuivaient leur rituel d'amour et de mémoire. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Sébastien se sentit différent, plus léger, comme s'il avait laissé quelque chose de lourd à côté de cette tombe. « Merci », murmura-t-il. « Pourquoi ? Pour m'avoir appris qu'il est permis de ressentir. » 2 semaines plus tard, Isabelle arriva dans la salle et trouva quelque chose qui la laissa sans voix. Il y avait du matériel neuf, un système de son professionnel, des miroirs supplémentaires et une climatisation silencieuse qui rendrait les cours plus agréables pendant les mois chauds. Il y avait aussi une note anonyme, pour que la musique soit plus forte et que les rêves montent plus haut. Cet après-midi-là, lorsque Sébastien arriva pour le cours habituel, Isabelle l'attendait, les bras croisés et avec une expression qu'il connaissait bien. « C'était toi ?» lui demanda-t-elle directement. Sébastien tenta de faire l'innocent, mais le regard d'Isabelle ne lui permit pas de soutenir la supercherie. « La salle avait besoin de quelques améliorations » murmura-t-il. « Sébastien, » dit-elle en s'approchant de lui, « je n'ai pas besoin que tu me sauves. »« Ce n'est pas ça, » répondit-il, et pour la première fois, il ne détourna pas son regard. « Je ne veux plus fuir ce que je ressens pour toi. Et si c'est ça qui te rend heureuse, je veux en faire partie. Pas comme le patron qui contrôle, mais comme quelqu'un qui t'aime. » Le mot flotta dans l'air entre eux, à la fois fragile et puissant. Isabelle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la moindre trace de manipulation qu'elle avait redouté d'y trouver. Mais elle n'y vit que de l'honnêteté, de la vulnérabilité et quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'homme dont elle était tombée amoureuse. « Moi non plus, je ne veux plus fuir, » admit-elle enfin. « Je ne veux plus fuir loin de toi. » Et cette fois, lorsqu'ils s'enlacèrent, il n'y avait aucun adieu dans leurs gestes. Juste la reconnaissance de 2 personnes qui avaient décidé d'affronter ensemble ce qui les attendait, sans masque, sans excuse, sans peur d'être exactement ce qu'elles étaient. 3 mois après cette étreinte dans la salle de Montreuil, Sébastien arriva avec une proposition qui allait tout changer entre eux. « J'ai une idée », lui dit-il après le cours du matin, pendant qu'elle rangeait les chaises et qu'il nettoyait les miroirs avec naturel. « Quel genre d'idée ?» demanda Isabelle, connaissant déjà cette expression qui indiquait qu'il préparait quelque chose d'important. « L'hôtel Palais de Verre a une salle au 3e étage que nous n'utilisons pas. Elle a été construite dans les années 40 comme salle de bal, mais nous l'avions transformée en entrepôt. Je pense qu'on devrait lui rendre sa vocation d'origine. » L'idée flotta dans l'air entre eux comme quelque chose de trop grand pour être réel. « Sébastien, » dit Isabelle lentement, « ce que nous avons ici fonctionne justement parce que c'est petit, intime, authentique. Si on l'amène dans ton monde, ça va perdre son essence. » Sébastien s'approcha d'elle, prenant ses mains avec douceur. « Alors pourquoi ne le ferais-tu pas à ta manière ?» proposa-t-il. « C'est toi qui conçois les programmes, toi qui décides comment ça va fonctionner. Moi, je veux juste être là, apprendre. » Après une semaine de réflexion et de longues conversations avec les dames de Montreuil, Isabelle finit par accepter. Le projet commença modestement. Ils rénovèrent la salle en respectant son architecture d'origine, avec des parquets en bois, de grandes fenêtres et une décoration qui mélangeait élégance classique et chaleur provençale. Isabelle insista pour conserver le même esprit communautaire. Des cours accessibles, une ambiance familiale et un accent mis sur le plaisir, plutôt que sur la perfection technique. Les premières semaines furent un véritable test.
Les dames de Montreuil vinrent soutenir la petite, mais aussi des cadres du centre historique, des familles entières, et même des touristes ayant entendu parler du projet. Sébastien tint sa promesse de rester en retrait, mais sa définition de rester dans le coin s'avéra très particulière. Il arrivait tôt pour installer le matériel sonore, restait après pour nettoyer et devint peu à peu l'assistant non officiel d'Isabelle. « Depuis quand connais-tu autant de choses sur les systèmes d'éclairage ?» lui demanda-t-elle un après-midi alors qu'il ajustait les lumières pour un cours de bal musette. « Depuis que j'ai décidé que ça comptait pour moi aussi, » répondit-il, « et depuis que j'ai découvert que j'aime apprendre de nouvelles choses. » Le projet grandit de façon inattendue. Un journaliste écrivit un article sur le milliardaire qui avait troqué les conseils d'administration pour des cours de farandole provençale. Ils reçurent des invitations au festival de danse traditionnelle et des propositions pour des programmes éducatifs. Un soir, après avoir enseigné la valse musette à 3 générations d'une même famille, ils restèrent seuls dans la salle, sous des lumières tamisées. « Tu regrettes ?» lui demanda-t-il. « Regretter quoi ? D'avoir amené ton monde dans le mien. » Isabelle le regarda, remarquant comment la lumière douce rendait ses yeux verts plus chaleureux. « Je crois qu'il n'y a plus ton monde et mon monde, » dit-elle lentement. « Je crois qu'on a créé quelque chose de nouveau. Et moi, tu sais ce que j'aime le plus dans tout ça, » demanda-t-il en prenant ses mains. « C'est que, pour la première fois de ma vie, je ne construis rien pour impressionner qui que ce soit. Je le fais parce que ça me rend heureux, parce que ça nous rend heureux. »« Sébastien, » murmura-t-elle en se mettant sur la pointe des pieds, « danse avec moi. » Il n'y avait pas de musique, mais il n'en avait pas besoin. Ils se déplacèrent lentement dans la salle vide, avec pour seule symphonie les sons de la ville nocturne. Leur corps s'était habitué à bouger ensemble, mais cette fois, c'était différent, intime, personnel, à eux seuls. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sous la lumière de la lune, Sébastien lui caressa tendrement le visage. « Je t'aime », dit-il, et les mots sonnèrent plus sûrs, plus profonds que la première fois. « Moi aussi je t'aime », répondit-elle, sans doute ni peur. Ils s'embrassèrent dans la salle qu'ils avaient créée ensemble, entourés par les échos de tous les rires, les larmes et les danses partagées. Ils avaient trouvé quelque chose qui valait plus que toutes leurs différences, une manière d'être entièrement eux-mêmes, ensemble. La passion s'était transformée en compréhension mutuelle, en complicité qui allait bien au-delà des mots, en un partenariat qui englobait travail et vie, rêve et réalité quotidienne. Ce soir-là, en fermant la salle et en marchant dans les rues du centre historique, ils savaient tous les deux qu'ils avaient franchi un nouveau seuil. Ils n'étaient plus seulement 2 personnes amoureuses. Ils étaient partenaires, complices, bâtisseurs de quelque chose de nouveau que ni l'un ni l'autre n'auraient pu imaginer seuls. Et demain, comme tous les jours depuis plusieurs semaines, ils arriveraient ensemble à la salle, allumeraient les lumières, mettraient la musique, et continueraient d'écrire leur histoire pas à pas, danse après danse, sourire après sourire. « Tu regrettes ?» lui demanda-t-il. « De quoi ? D'avoir amené ton monde dans le mien. » Isabelle le regarda, remarquant comment la lumière douce rendait ses yeux verts plus chaleureux. « Je crois qu'il n'y a plus ton monde et mon monde, » dit-elle lentement. « Je crois qu'on a créé quelque chose de nouveau. »« Tu sais ce que j'aime le plus dans tout ça ?» lui demanda-t-il en prenant ses mains. « C'est que, pour la première fois de ma vie, je ne construis rien pour impressionner qui que ce soit. Je le fais parce que ça me rend heureux, parce que ça nous rend heureux. »« Sébastien, » murmura-t-elle en se mettant sur la pointe des pieds, « danse avec moi. » Il n'y avait pas de musique, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils se déplacèrent lentement dans la salle vide, avec pour seule symphonie les sons de la ville nocturne. Leur corps s'était habitué à bouger ensemble, mais cette fois, c'était différent, intime, personnel à eux seuls. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sous la lumière de la lune, Sébastien lui caressa tendrement le visage. « Je t'aime », lui dit-il, et les mots sonnèrent plus sûrs, plus profonds que la première fois. « Moi aussi, je t'aime », répondit-elle, sans doute ni peur. Ils s'embrassèrent dans la salle qu'ils avaient créée ensemble, entourés par les échos de tous les rires, les larmes et les danses partagées. Ils avaient trouvé quelque chose qui valait plus que toutes leurs différences, une manière d'être entièrement eux-mêmes, en compagnie de l'autre. La passion s'était transformée en compréhension mutuelle, en complicité qui dépassait les mots, en un partenariat qui englobait travail et vie, rêve et réalité quotidienne. Ce soir-là, en fermant la salle et en marchant dans les rues du quartier latin, ils savaient tous les deux qu'ils avaient franchi un nouveau seuil. Ils n'étaient plus seulement 2 personnes amoureuses. Ils étaient partenaires, complices,
bâtisseurs de quelque chose de nouveau que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer seuls. Et demain, comme tous les jours des dernières semaines, ils arriveraient ensemble à la salle, allumeraient les lumières, mettraient la musique et continueraient d'écrire leur histoire pas à pas, danse après danse, sourire après sourire.